Non, non, on va essayer de laisser le temps à la discussion. Bien, donc on passe à un autre sujet, qui sont, comme vous l'avez vu, les démences, mais on va s'intéresser surtout aux troubles psychocomportementaux et un petit peu les deux points de vue donc, de professeur Arabe et moi-même pour voir un petit peu comment améliorer le vécu du patient et de sa famille. Alors, les troubles psychocomportementaux de démence, vous les connaissez. Je ne vais pas les redécrire, entre les différents comportements d'opposition, d'agitation, d'agressivité, les comportements moteurs aberrants, de désinhibition, de cris, les éléments psychotiques et puis les troubles du rythme veille-sommeil. Alors, ces troubles psychocomportementaux ont bien sûr des conséquences très importantes sur la qualité de vie du patient, mais également de l'aidant, avec des conséquences dévastatrices sur l'état de santé physique et psychique des aidants en particulier, qui sont souvent épuisés, et sur la qualité de la prise en charge des aidants donc du parent malade, avec un risque quand même de négligence, de maltraitance, quand l'aidant est justement dans cet état de fatigue extrême. Il a été démontré aussi que l'apparition de ces troubles psychocomportementaux entraîne un déclin plus rapide et dans les pays occidentaux, un risque augmenté d'institutionnalisation. Un risque iatrogène également plus important puisque ça va entraîner une prescription de médicaments inappropriés parfois, avec parfois des faibles bénéfices ou des risques trop importants qu'on fait courir aux patients. Alors de la part du neurologue, la première étape c'est d'abord de mettre un nom sur le trouble, de le reconnaître et puis d'évaluer et d'apprécier le degré d'urgence et le degré de dangerosité avec le risque fonctionnel à court terme. Donc ça c'est un petit peu la première préoccupation. Il faut savoir qu'il y a des symptômes qui sont appelés perturbateurs. Là, c'est par exemple essentiellement les activités, en fait, les troubles à type d'opposition, les troubles psychotiques, les états d'agitation, mais qu'ils peuvent cacher des symptômes de retrait moins apparents, et donc il faut essayer de faire un petit peu la part des choses. Comprendre le trouble sera la deuxième étape un petit peu de notre prise en charge. Et on reconnaît en fait une origine plurifactorielle avec des facteurs écologiques tels que les facteurs environnementaux qui peuvent aussi provenir de l'entourage lui-même, des facteurs propres à cette personne malade, en particulier sa personnalité antérieure, mais des facteurs somatiques. Je ne sais pas pourquoi les diapositives passent toutes seules. Et des facteurs propres à la maladie, donc bien sûr des facteurs biologiques, mais également les facteurs cognitifs et psychiatriques. Alors, comprendre le trouble, ça se fait bien sûr avec la collaboration de l'entourage. C'est déjà thérapeutique. Il faut essayer d'établir un contact avec le patient, regarder le contexte de vie du sujet et puis voir tout ce qui est autour, donc tout ce qui va être prise médicamenteuse, son état de santé général. Est-ce qu'il y a des troubles neurologiques récents? Ça doit être obligatoirement complété par un examen clinique détaillé et d'éventuels examens complémentaires si on détecte justement quelque chose qui va être dans le côté plutôt somatique, et on va toujours essayer d'évaluer l'état de santé de l'aidant, son état psychologique en particulier. Est-ce qu'on est justement déjà dans un état d'épuisement de l'aidant? Alors, dans les causes somatiques, il faut rechercher en premier les comorbidités somatiques, en particulier voir si les pathologies chroniques comorbides sont plutôt stables, mais également voir s'il y a des choses nouvelles, telles qu'une douleur, tels que des troubles digestifs, constipation, fécalome, diarrhée, tels qu'une altération d'état général, des éléments d'infection, en particulier urinaire ou bronchopulmonaire, une altération d'état général, un état de déshydratation qui se voit bien sûr particulièrement chez le sujet âgé, mais plus particulièrement chez le sujet âgé dément, qui ne peut pas exprimer en particulier une sensation de soif, par exemple. Des causes neurologiques telles qu'un hématome sous-dural chronique qui peuvent faire décompenser l'état neurologique du malade, et des facteurs d'environnement, en particulier tout changement de lieu de vie, changement aussi dans l'équipe des aidants, un changement d'organisation, un événement familial marquant, en particulier s'il est stressant ou traumatisant. Cela passe aussi bien sûr par la psychoéducation des aidants. Il va falloir bien expliquer à l'aidant que quand le patient présente un trouble du comportement, il ne le fait pas exprès et c'est inhérent à la maladie elle-même, ce qui n'est pas
toujours forcément bien compris par les malades, par les aidants, parce que parfois il s'oppose, il fait exprès, il est agressif, c'est lui qui le veut, alors que c'est la maladie qui lui fait faire ça, bien sûr. Donc, il faut comprendre aussi de la part de l'aidant qu'il doit avoir des attitudes de communication empathique. Il doit avoir une attitude calme, souriante. Il va falloir qu'il fasse preuve de beaucoup de patience face à ce trouble. Il faut que l'aidant se mette en face du malade, qu'il essaye d'attirer l'attention du patient, mais quand il a des messages à faire passer, lui expliquer qu'il doit essayer de le faire sous la forme de phrases courtes, répéter les messages, éviter de délivrer au patient plusieurs messages à la fois, ne pas hausser la voix, éviter d'être trop familier, ça c'est surtout quand c'est un aidant qui n'appartient pas à la famille, mais ne pas infantiliser le patient, ce qu'on voit quand même assez souvent dans la prise en charge de la part des aidants, inclure le patient dans la conversation, et puis tout ce qui est aussi langage du corps et caractéristiques physiques. Donc on respecte toujours une certaine distance de sécurité, c'est un petit peu l'espace un peu vital, on va dire, du patient qui parfois peut se sentir agressé par quelqu'un qui va arriver avec une proximité trop proche ou bien qui va utiliser des gestes un petit peu brusques, voire un petit peu agressifs. Donc par exemple, si on doit faire quelque chose ou faire quelque chose au patient, par exemple, l'emmener à la table où on va lui servir son repas, il ne faut pas le tirer, d'accord, pas le pousser, mais plutôt mettre la main derrière son dos et l'accompagner, aller avec lui vers l'endroit où on veut le mener. Alors, il y a aussi tout un aménagement en fait de l'environnement, de façon à ce qu'il faut assurer un environnement calme, sûr et prévisible, éviter quand il y a beaucoup de sources de distraction ou des facteurs de stress environnementaux, identifier les situations délétères et conseiller aux familles de réduire ces situations. Par exemple, s'il y a un événement de litige à l'intérieur de la famille, essayer de ne pas discuter ça à côté du patient autant que faire se peut pour diminuer son stress et aussi ne pas obliger le malade à faire quelque chose s'il n'en a pas envie. Et ça va vraiment faire qu'on doit demander à l'aidant principal de faire preuve de flexibilité, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'on va lui demander aussi de mettre en place une routine rassurante pour le patient, mais il va falloir savoir aussi parfois ne pas obligatoirement obéir à cette routine rigide. Il faut aussi que l'aidant sache tolérer certains comportements s'ils ne sont pas forcément dangereux, d'accord, mais que l'aidant va juger un petit peu irritant. C'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut faire comme ça. Ben non, c'est pas grave si c'est pas dangereux pour le patient ou pour son entourage. Alors, c'est aussi aménager l'espace, mettre des repères, attention aux clés sur les portes, la sécurité dans le domicile. Il y a plein de dangers dans le domicile, donc il faut essayer de sécuriser et de simplifier l'environnement. Les dangers extérieurs, bien sûr, la routine, j'en ai parlé, et puis la patience et le respect de l'intimité aussi dans les moments délicats, en particulier, c'est l'habillage et la toilette. Les aidants, on va leur conseiller aussi de mettre en place des distractions, mais là, il faut être inventif. Il y a des activités qu'on va conseiller. Tant que le patient peut faire, on le laisse faire et on l'aide à s'engager. Même dans des activités ménagères, c'est une activité qui va l'occuper et qui va être bénéfique. Le fait de maintenir autant que possible la participation à des événements familiaux agréables, des sorties, des vacances, de participer à des groupes de soutien avec d'autres patients, toutes des activités aussi qu'on peut mettre en place à la maison, activités de lecture ou d'écoute de lecture, écoute du Coran, la musique, le chant, les percussions. Au niveau du centre d'accueil de jour d'Alzheimer à Hain Nahda à Rabat, nos patients adorent quand on les fait chanter et adorent quand on sort le Bnadr ou T'arj. Et ça, c'est une transformation de nos malades et de l'équipe aussi des aidants qui bénéficient beaucoup de ces activités partagées. Alors, ça peut être des jeux de cartes, ça peut être du dessin, du coloriage, mais pour adultes. Hein. On ne va pas lui proposer des petits coloriages tout simples. Il ne faut pas infantiliser. Des activités manuelles. On a remarqué que nos patients au niveau du centre Alzheimer aiment beaucoup manipuler la pâte à modeler, à condition qu'on leur donne quelque chose à construire, là aussi de ne pas infantiliser. On va conseiller aussi aux familles de regarder les anciens albums photos et de discuter. Ça fait de la réminiscence en fait, hein, mnésique, et c'est très bénéfique. Et puis on ne conseille jamais assez l'exercice physique, en particulier la marche, en particulier bien sûr en extérieur, parce qu'il y a aussi un bénéfice intéressant de la photothérapie avec les UV naturels. Alors, conseil sur la manière de se comporter en fonction du type de trouble.
vraiment quelques éléments très rapides. Si le patient est plutôt dans des déambulations incessantes et une agitation, il faut conseiller aux familles d'essayer justement de sécuriser les trajets dans le domicile, donc enlever les tapis, enlever les câbles, enlever les tables basses, tous les bibelots, d'accord, mais le laisser déambuler si ce n'est pas dangereux pour lui et ne pas faire de contention physique, d'accord, où on va essayer absolument de faire asseoir le malade. C'est pas grave, s'il déambule, l'essentiel c'est que ça soit pas dangereux pour lui. L'agressivité, l'oppositionnisme, dans ces cas-là, on va essayer de contourner, d'accord, changer le moment du soin, changer le moment du repas. Bon, d'accord, ça impliquera qu'il faudra réchauffer le repas à un moment après, une demi-heure plus tard, essayer de reproposer. Parfois, les familles sont obligées d'alimenter le patient alors qu'il déambule. On explique aussi pourquoi pas. Il faut là aussi s'adapter, mais il faudra adapter le repas. Proposer à ce moment-là plutôt des petits sandwichs, des fruits coupés, là aussi pour les légumes. Et bien sûr que ça va générer plus de fatigue pour l'aidant, mais ça, on va le voir ultérieurement. Alors, je vais passer un petit peu. Les hallucinations, là aussi, si elles sont mineures et peu invalidantes, on peut les tolérer. Il n'y a pas forcément une appréhension ou une croyance particulière. La même chose pour les idées délirantes, mais professeur Arab va en reparler, je pense. Pour les obsessions, par exemple, on peut changer de sujet, distraire le patient en l'engageant dans une autre activité. Les solutions de répit, telles que des aidants formés à la prise en charge des patients qui pourraient intervenir à domicile, les centres d'accueil de jour ou des établissements de plus long séjour, et parfois on est obligé d'aller à une hospitalisation de courte durée pour gérer un trouble du comportement. Je passe sur les prises en charge plus, pas vraiment, qui vont être mises en place par les aidants, mais dont on peut s'inspirer en fait, qui sont appliquées par des professionnels de santé, mais dont on peut s'inspirer à la maison et conseiller à l'aidant de faire certaines choses. Je vais passer sur l'hospitalisation, l'institutionnalisation aussi, pour insister sur la prise en charge de l'aidant lui-même, qui est le patient caché. Il faut bien sûr le renseigner et le neurologue doit être disponible pour expliquer la maladie, pour conseiller, pour accompagner, de façon à ce que la famille comprenne mieux et accepte ces troubles-là. Mais il faut bien sûr conseiller aussi à cet aidant principal qu'il doit faire appel à l'aide d'autres personnes de la famille, et ça on l'a vu dans les groupes de parole des aidants, où ils n'avaient pas l'idée, ils pensaient pour eux, les autres personnes ne sont pas engagées, mes autres frères et sœurs, je ne peux pas leur demander ça. Ils sont occupés, ils ont leur travail, ils ont leur famille, mais finalement, bien sûr, on peut demander à quelqu'un d'autre de la famille pour partager le fardeau de façon à s'aménager, pour l'aidant, des moments horaires juste pour soi, sans culpabiliser de le faire. Alors, suivi psychologique, individuel ou en groupe avec des groupes de parole, des modalités plus ou moins structurées et standardisées. On va faire beaucoup de counseling. Bien sûr, le travail d'anticipation psychologique va aider à franchir les étapes évolutives. J'ai quelques mots-clés, ça sera ma conclusion. Pour l'aidant, acceptation, compréhension, adaptation, patience, tolérance, flexibilité, ça fait beaucoup pour une seule personne. Alors, inventivité, c'était encore un autre terme, alors on va le faire penser à lui. Il faut qu'il déculpabilise, il faut qu'il lâche prise. L'aidant doit apprendre à le faire. Il doit absolument se faire aider. Une personne seule ne peut pas porter la charge d'un patient dément qui a des troubles psychocomportementaux, surtout s'ils sont sévères, et prendre du temps pour soi. Voilà un petit peu tous les conseils qu'on va apporter à l'aidant, et je vous remercie pour votre attention.